Vous savez, ça fait 2 ans maintenant que j'ai lancé le format hors-série sur ma chaîne, et je viens de me rendre compte, mais en 4 vidéos hors-série en 2 ans, c'est déjà la 3e fois qu'on va parler de DC Comics. Pourtant, je vous jure, il y a des tas d'autres univers que j'aime, et dont j'aimerais aussi vous parler de temps en temps en hors-série, comme Star Wars, Marvel, ou même des jeux vidéo comme Resident Evil, mais on en revient inévitablement très souvent aux films DC, et je pense comprendre pourquoi. C'est parce que c'est le méga bordel dans cet univers, au point de faire passer la production de films comme Transformers 5 pour un long fleuve tranquille. Et puis vous le savez, moi j'aime bien décortiquer ce genre de production un petit peu chaotique, donc c'est pour ça que je m'y intéresse un petit peu plus. Donc aujourd'hui, attachez vos ceintures car on est reparti pour une nouvelle vidéo hors série, ou même un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'a encore merdé chez DC au cinéma. Aujourd'hui au programme, le film Flash, sorti en juin, une semaine après Transformers Rise of the Beast. Et ce film, j'en ai déjà parlé pas mal sur ma chaîne, car dès que je parlais de la sortie de Transformers qui approchait, je parlais inévitablement des autres films qui sortaient aux alentours. J'avais notamment dit à plusieurs reprises que la campagne marketing du film me semblait plutôt bonne et surtout très agressive, très bien rodée. Malheureusement, j'ai eu assez tort parce que les résultats... On en reparlera des résultats. On parlait en permanence de Flash, on parlait du fait que Tom Cruise avait adoré le film, on parlait des premières réactions dithyrambiques, on parlait du grand retour de Michael Keaton, et on en oublierait presque qu'il y a 1 an, ce long métrage faisait davantage la une à cause d'Ezra Miller que du reste. Et honnêtement, je vais pas revenir sur tout cet aspect juridique voire moral autour d'Ezra Miller, c'est un bourbier sans nom, et d'ailleurs ses problèmes avec la justice et actes polémiques remontent à bien avant 2022. Mais je dirais juste ceci. Oui, Ezra Miller est un criminel, et il y a 1 an, j'aurais été le premier à dire que Flash devrait être annulé pour cette simple raison, car l'avoir en tête d'affiche était un échec assuré sur le plan commercial. Bien sûr, il y a aussi le côté moral de tout ça, mais puisqu'on a affaire à une compagnie qui ne jure que par les chiffres, on va parler de chiffres en l'occurrence. Le film a coûté entre 250 et 300 millions de dollars à produire, et c'est sans compter le budget marketing ainsi que tout ce qui entoure la distribution en salle. S'il y a 1 an on m'avait demandé quel sort réservé à Flash, j'aurais dit sans hésiter qu'il fallait annuler la sortie en salle et le balancer direct en VOD, ou même l'annuler tout simplement à la manière de Batgirl, qui n'a même pas eu la chance d'être montrée où que ce soit. Or, je pense que les gars du marketing chez Warner, qu'on peut pas vraiment qualifier de génie du coup avec le recul, se sont dit une chose complètement opposée. Ils se sont dit, ok, on est dans cette situation un peu problématique, et on va se dire une chose, plus c'est gros, plus ça passe. On pousse le film avec plein d'avant-premières à travers les États-Unis, on fait s'exprimer plein de célébrités dessus, quitte à ce que ce soit complètement ridicule dans la communication, on insiste à mort sur la présence de 2 Batman et potentiellement plein d'autres caméos, et on envoie Sasha Calle, l'actrice de Supergirl, ainsi que Michael Keaton, en tournée médiatique pour présenter le film à la presse et aux avant-premières. Ezra Miller, au milieu de tout ça, était complètement passé sous le tapis, au point que certains ont sérieusement évoqué des rumeurs de renommage de films pendant un temps. Sauf que les faits sont têtus. C'est un film Flash, et c'est un film Flash avec Ezra Miller, avec même 2 Ezra Miller, donc c'est pour vous dire. Donc une fois que les gens vont aller voir ce film, ils vont oublier toute la campagne marketing, ils vont juste voir Ezra Miller en tête d'affiche. Et du coup, Flash est probablement le plus gros plantage de l'année dans le cinéma hollywoodien, d'autant plus retentissant quand on imagine les sommes folles claquées dans le marketing. Pourtant, sur le papier, ce truc était vendu comme le Spider-Man No Way Home de chez DC en quelque sorte. Et pour tout ce qu'on peut critiquer No Way Home sur le plan artistique, du point de vue commercial, c'était un sans faute, et ça a créé un événement énorme chez les fans. Mais ne vous inquiétez pas, on va vite arriver à cela. Pour l'heure, penchons-nous plus précisément sur ce que le film nous propose, afin de voir où est-ce que artistiquement ça a merdé. The Flash s'ouvre donc sur une séquence quotidienne de la vie de Barry Allen, qui va acheter un sandwich avant d'aller travailler. Il reçoit un appel d'Alfred qui explique que Bruce a besoin de lui à Gotham. Après quelques vannes prévisibles mais qui sont loin d'être les pires qu'on verra dans le film, je vous assure, on a donc droit à la première séquence de course du personnage de Flash qui... évacuons le problème tout de suite, les effets spéciaux sont dégueulasses, c'est baveux de partout, et on se croirait revenu 20 ans en arrière sur certains plans. Voilà, au moins comme ça c'est dit. Le pire est souvent vu au niveau des visages, mal incrustés ou carrément mal faits dans le cas des trucs entièrement en CGI. On fera coucou à ce niveau à Henry Cavill et Ben Affleck dans la Chrono Ball, et les bébés vus à l'hôpital de Gotham. Transition parfaite pour parler du premier gros moment de gêne que j'ai eu en regardant ce film.
La scène avec les bébés justement. Beaucoup de gens se sont moqués de ça sur Twitter, notamment pour la blague du bébé dans le micro-ondes, mais c'est pas tant ce truc spécifiquement que l'ensemble du ton de la scène qui donne une sensation étrange. En effet, des bébés qui tombent par une fenêtre pendant que Flash ne pense qu'à manger pour que ses pouvoirs fonctionnent à fond, suivi d'un numéro de danse au milieu de l'hôpital qui s'effondre, c'est cartoonesque. Vraiment, j'ai aucun autre mot pour le décrire. C'est un gag qu'on imaginerait voir dans une série d'animation qui ne cherche pas à se prendre au sérieux. Mais je pense que le sentiment d'inconfort, voire de gêne, un petit peu de cringe autour de cette scène, il est accentué pour moi par une chose. C'est le fait que c'est Ezra Miller qui fait tout ça en fait. Et étant donné qu'il joue un personnage un peu mal à l'aise en société et un peu gênant, ça me crée un cocktail de gêne que parfois j'ai du mal à regarder. Car dans d'autres scènes, soyons honnêtes sur ce point, Ezra Miller joue assez bien, mais principalement dans les moments plus sérieux et posés. Dès qu'on part dans le comique, voire carrément le burlesque, j'ai beaucoup plus de mal à accrocher à ce qui est proposé. Je sais pas, je pense qu'il y a un truc un peu inconscient dans ma tête qui fait que si j'ai envie de rigoler devant un film, j'ai envie en quelque sorte d'être attaché au personnage ou d'être attaché au moins on va dire à l'acteur ou à la performance de l'acteur. Mais dans le cas d'Ezra Miller, c'est très compliqué de s'attacher à cette performance justement. S'ensuit ensuite une scène de course-poursuite avec Batman, interprété par Ben Affleck, qui poursuit des criminels, ces mêmes criminels qui ont causé tout le bordel à l'hôpital. Et je sais qu'on pourrait se demander pourquoi Flash ne va pas tout simplement les choper en 2-2 après avoir sauvé les bébés, mais je vais même pas râler, car pour le coup, c'est globalement une bonne scène. Voir Batman dans son quotidien de justicier, courser des criminels comme il en existe des tas d'autres à Gotham, c'est une scène un petit peu on va dire quotidienne pour le personnage, que je trouve pas désagréable à regarder. Bon, c'est pas ultra inspiré sur le plan de la mise en scène, mais pour une petite scène de début de film comme ça, c'est pas mal. Ça permet d'ailleurs de mettre en évidence un truc, dans les 10 premières minutes de ce film Flash, je suis beaucoup plus investi dans une scène avec Batman qu'avec le héros du film. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Alors que Batfleck a réussi à attraper le dernier criminel qui possède un virus capable d'éradiquer Gotham tout entière, rien que ça, et que les deux sont dangereusement suspendus au-dessus du vide, notre caméo gratuit de Wonder Woman arrive et vient nous servir un gag déjà vu dans la version Justice League de Joss Whedon, le fameux lasso de la vérité. Au-delà du fait que ça casse l'impact de la scène, j'ai vraiment la sensation que ce truc a été écrit par des gens qui ne connaissent pas Batman, car sortir ça... ou encore ça, c'est juste répéter des blagues Facebook envoyées par tonton Jackie, car franchement, plus personne aujourd'hui ne dit ce genre de truc. Et c'est pas Barry qui va venir sauver ça, car on passe alors de l'écriture d'inculte à l'écriture d'ado qui se croit drôle en parlant de sexe. C'est d'ailleurs assez drôle quand j'y pense de me dire qu'un réalisateur autant obnubilé par le personnage de Batman a laissé ce genre de conneries dans le script. Un peu bizarre. Et tant qu'on en est à parler d'écriture, petit aparté pour rappeler que ce film a été écrit par Christina Hodson, qui avait déjà planché sur Birds of Prey, Batgirl, RIP, ou encore Bumblebee quelques années auparavant. Et si sur ce dernier elle avait plutôt été compétente grâce à sa simplicité, ici j'ai la sensation qu'écrire un film aussi bordélique et complexe que Flash, ça ne lui a pas réussi. Après, c'est difficile de réellement savoir qui d'autre est repassé derrière elle pour aboutir au résultat que l'on a connu, mais ce qu'on peut dire c'est que rester dans la simplicité et les petits films moins ambitieux est peut-être ce qu'elle sait faire de mieux. Ça me rend encore plus curieux de savoir ce qu'aurait été le film Batgirl d'ailleurs. Retour à Flash avec Batfleck qui arrête finalement le criminel dans un petit plan que j'aime beaucoup honnêtement, le genre de petite interaction pas désagréable. L'occasion d'ailleurs de noter que si tout le monde s'est plus ou moins mis d'accord pour dire que ce costume de Batman est absolument dégueulasse, je serais pas aussi catégorique. Pour moi c'est un costume adapté au Batcycle, rien de plus. Et honnêtement si c'était le seul problème que le film avait, on serait tous beaucoup plus heureux. Car pour rester sur le personnage de Batman, on apprend quelques scènes plus tard que ce film se passe bel et bien dans la même timeline que la Snyder Cut, car lui et Barry évoquent les quelques secondes où ce dernier a remonté le temps à Pojarnov, la ville fictive où se passe la bataille finale du film. S'ensuit alors une petite discussion franchement bien écrite entre les deux, où Bruce lui explique les conséquences potentiellement désastreuses qu'un voyage dans le temps pourrait avoir, car c'est ce que Barry s'est mis en tête depuis qu'il a découvert qu'il en avait la capacité. Sauver sa mère de la mort et son père de la prison, en évitant à ce dernier d'avoir à quitter la maison pour acheter un pot de tomates, oublié durant les courses, et donc évitant le cambriolage qui par la suite a mal tourné à déboucher sur la mort de sa mère. Honnêtement, j'aime le début de cette scène, Bruce est montré comme réellement sage et rempli de conseils pour Barry, il a lui-même conscience des erreurs qu'il a fait et souhaite empêcher son ami de commettre quelque chose de terrible. Et c'est donc tout naturellement qu'alors que Barry lui propose de rester un petit peu, de passer du temps ensemble et d'aller manger un morceau, Bruce se barre, de la façon la plus basique qui soit, à base de « pas cette fois, une prochaine fois ».
alors que les deux personnages viennent d'avoir ce long échange et que clairement, son ami est en détresse. Non seulement c'est en contradiction avec ce que le personnage est devenu, mais c'est en contradiction avec ce Batman, qu'on nous a montré comme ultra intelligent et renseigné sur chaque membre de la Justice League, celui qui était prêt à tuer Superman juste parce qu'il y avait une chance sur 1 million qu'il devienne méchant. Et là, face à Flash qui semble clairement déterminé à remonter dans le temps et potentiellement foutre en l'air l'univers, il s'en va comme un daron saoulé quoi. Et ça me fait vraiment du mal de me dire que cette scène, c'est la dernière de Ben Affleck dans le rôle. Tout était parfait jusqu'à cette dernière phrase qui vient accélérer le moment où le voyage dans le temps de Flash se produira, c'est-à-dire littéralement 5 minutes après. Et là, faut qu'on parle de Flashpoint. Car en effet, ce film Flash adapte de façon assez approximative le comics Flashpoint, une histoire qui voit le personnage remonter dans le temps pour sauver sa mère, ce qui crée un effet papillon qui transforme totalement cette timeline, que ce soit son passé ou son futur, amenant à des modifications énormes, telles que la présence d'un Batman qui est ici Thomas Wayne, Bruce qui est mort, Martha qui est devenue le Joker, les Atlantes et les Amazones qui se font la guerre, etc. etc. C'est une histoire, et même à vrai dire un univers, extrêmement populaire chez les fans de comics, car il offre une véritable réalité alternative au monde de DC, avec nombre de concepts intéressants et demandant à être bien approfondis. Cependant, la véritable fonction de Flashpoint était beaucoup plus large que ça. L'objectif, c'était d'aboutir à la création d'un nouvel univers DC en comics, afin de recommencer toutes les histoires de zéro. Flashpoint n'était donc qu'une fonction pour servir de transition entre deux univers, et le personnage de Flash lui-même ne sert que de fonction ici, même s'il a ses propres enjeux au sein de l'histoire. Le problème d'une adaptation de Flashpoint en tant que premier film sur Flash, c'est qu'on est moins amené à se concentrer sur l'univers propre au personnage, mais plutôt sur l'univers d'ici au sens large, ce qui fait que notre personnage évolue dans un monde qui ne lui est pas vraiment propre, contrairement à Aquaman ou Wonder Woman par exemple. Et cette sensation n'est qu'exacerbée par le fait que même l'antagoniste, sobrement appelé Dark Flash, n'est adapté de rien et ne fait que regretter l'absence d'un ennemi comme Reverse Flash, même si au final, est-ce qu'on aurait aimé le voir gâché à l'écran? Pas sûr. C'est une bonne question. Pour revenir sur le problème de Flashpoint, je pense que l'histoire en elle-même est intéressante, et quoi qu'on le dise, elle est fondamentale pour le personnage aujourd'hui, mais pas en tant que premier film. D'ailleurs, de ce qu'on sait, dans les plans initiaux du DCEU, s'il avait été un peu plus chapeauté par Zack Snyder, on va dire, le projet c'était aussi d'avoir un film Flashpoint à la fin pour rebooter l'ensemble et changer les acteurs. Ainsi, il concluait sa trilogie Justice League, il y a peut-être un ou deux autres films entre temps, et Flashpoint venait tout rebooter. Bon, ça enlève pas le problème d'avoir un film Flashpoint comme premier film Flash, mais je pense que ça aurait été peut-être un petit peu mieux fait quand même que ce qu'on a eu là. Car oui, parlons-en, ça y est, au bout de 30 minutes de film, Barry se retrouve dans le passé, en 2013, dans un univers alternatif où sa mère a survécu, où son lui du passé est encore étudiant, et où tout va bien dans la petite famille. Et alors qu'on vient passer 30 premières minutes assez médiocres mais avec quelques petites fulgurances, les 30 suivantes vont vraiment nous faire plonger au fond du fun. En effet, notre Barry, qu'on va appeler Barry 1, rencontre son lui du passé, qu'on va appeler Barry 2. Et à la différence de lui, Barry 2 est un jeune con un peu irresponsable, visiblement entouré par des amis tout aussi discutables que lui, mais on y reviendra. Barry 1 lui explique alors la situation et se rend compte qu'il est arrivé le jour même où il est censé obtenir ses pouvoirs. Il va donc remettre Barry 2 dans les bonnes conditions, mais après une scène où Ezra Miller fait des têtes terrifiantes, sérieusement c'est quoi ce truc, les deux se prennent la foudre et si Barry 2 obtient bien ses pouvoirs, Barry 1 les perd. Après diverses péripéties qui impliquent de voir un peu trop longtemps à mon goût Ezra Miller à poil, et la découverte pour Barry 2 du costume de Flash, on arrive déjà sur le message de Zod envoyé à la Terre, comme vu dans Man of Steel à l'époque, avec évidemment beaucoup moins d'impact, mais ça on n'en parle même pas. Mais au milieu de tout ça, il y a une scène qu'honnêtement j'ai envie de sauver, qui est peut-être l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure du film. Il s'agit d'un flashback où on voit Barry, qui a récemment acquis ses pouvoirs, sauver un enfant durant la bataille de Metropolis, et non seulement c'est une scène qui esthétiquement rend très bien, reprenant un peu l'imagerie de Man of Steel, mais aussi c'est un moment où on voit réellement Flash agir en héros, et sans vouloir car il n'a pas pu sauver tout le monde ce jour-là, chose qu'il aurait probablement réussi à faire avec plus d'expérience. Mais en soi, ouais, c'est une super scène, et c'est honnêtement le genre de séquence que j'aurais aimé voir plus longtemps si le film était resté dans le DCEU de base. Une vraie séquence qui nous montre comment Barry a obtenu ses pouvoirs, et comment il les a utilisés pour la première fois pour faire le bien. Car après ça, on arrive sur une scène qui pue, mais alors littéralement. Quand Barry 2 emmène Barry 1 dans son appartement, afin que l'un et l'autre cherchent les membres de la Justice League, qui pourraient à un tout hasard aider contre Zod. Bon, par quoi je commence ?
Par toute cette bande de potes déchirés qui arrivent à physiquement me faire ressentir une odeur? Par ce gros plan sur le caleçon et la cuisse de ce random mec dans le lit? Par ce « je suis Batman » dit en rotant? Ou encore cette insistance sur des références pop culture qu'on évoque beaucoup trop à mon goût? Et cette scène, elle évoque un souci plus large que j'ai avec un personnage de ce nouvel univers. Ouais, Barry 2 évidemment. Bien sûr, on est là face à une version plus jeune du personnage, mais surtout une version qui n'a pas connu la mort de sa mère et l'emprisonnement de son père, donc ça semble logique de les voir se développer différemment l'un de l'autre. Cependant, peu importe si leur histoire est vraiment différente, le fait est que Barry 2 est un personnage insupportable au début quand on le connaît, et c'est le cas pendant 30 bonnes minutes. Peu importe si le développement du personnage le justifie, c'est un personnage relou, donc ça me fait chier. C'est le cliché de l'ado un peu débile qui rigole pour rien et qui apparaît con les 3/4 du temps. Et cette scène dans l'appart, c'est vraiment la quintessence de tout ça. Si bien que je me croyais revenu à l'époque de Transformers 2, tant les personnages étaient insupportablement cons. Maintenant que j'y pense, durant la première moitié du film, Barry 2 me rappelle beaucoup trop Léo du deuxième Transformer, ou Sam, ou un mix des deux. Et croyez-moi, c'est pas un compliment. Mais heureusement, ce RAW a le mérite de nous emmener très rapidement vers la prochaine partie du film, à savoir ce qui nous a bien évidemment été survendu dans les bandes annonces, le retour de Michael Keaton en Batman. Quand Barry 1 réalise que le seul super-héros existant de cet univers est Batman, il emmène Barry 2 dans le manoir Wayne en espérant y trouver une version alternative de Ben Affleck. À la place, il tombe sur un vieillard en tongs, pas coiffé ni rasé, mais qui a visiblement de bons restes en termes de combat au corps à corps. En effet, le traitement de ce Batman est un petit peu similaire à Luke Skywalker de Star Wars 8, un personnage vieux et désabusé que le héros va venir sortir de son quotidien un petit peu morose pour l'emmener vers de nouvelles aventures. Avant de parler du personnage de Keaton en lui-même, petit détour par l'explication qu'on nous donne quant à son apparition. En effet, il semblerait que selon la logique de ce film, changer le passé en un certain point ne change pas seulement le futur, mais aussi le passé de cet univers. En gros, ça crée un tout nouvel univers avec ses propres particularités et spécificités. Alors en soi, j'aime l'idée, et ça fait que finalement, on a davantage affaire à un univers alternatif qu'à une véritable nouvelle version de celui qu'on connaît. Mais par conséquent, ce que ça implique, c'est que le Batman qu'on voit ici, c'est pas le même que le Batman qu'on a vu dans les films de Tim Burton. C'est une version alternative de ce même Batman. Au contraire, dans ce cas, ça implique que l'univers des Batman de Tim Burton est un univers créé par Flash. Et dans un cas comme dans l'autre, ce genre de question ne fait que réduire à mon sens l'impact du retour du personnage. Pour faire la comparaison, ce qui rend impactant le retour d'Andrew Garfield et Tobey Maguire dans Spider-Man No Way Home, c'est qu'on a très rapidement compris qu'ils étaient bel et bien les mêmes héros que ceux qu'on a connus dans les années 2000 et 2010. Et il n'y avait pas d'ambiguïté, c'était très clair. Là, avec cette histoire de voyage dans le temps, ou peut-être en fait d'univers alternatif, ou peut-être d'on sait pas trop, en fait ça fait se poser des questions, et pour moi ça réduit l'impact du retour de ce Batman. Mais croyez-moi, c'est pas le seul problème que possède le personnage. En effet, il va finalement accepter d'accompagner les deux Barry dans une mission visant à trouver Superman, qui ici, se serait écrasé ailleurs dans le monde et serait retenu dans une prison en Sibérie. À bord du Batplane, qu'on ne manque pas de mettre en valeur, tout comme l'ensemble de la Batcave, les trois héros vont donc se mettre en chemin pour infiltrer cette fameuse prison. S'ensuit alors une séquence vraiment sympa, mais dénuée de sens à plusieurs égards. Alors que les deux Barry se font repérer connement et que la sécurité de la prison est aussitôt appelée, Batman en profite pour faire une entrée dramatique sur fond de musique iconique, son fameux thème de 1989. Puisque Barry 2 a bougé Barry 1 beaucoup trop vite pour éviter des balles, ce dernier se met à vomir ses tripes pendant que Batman fait le ménage dans les gardes de la prison. Alors, au-delà des cuts sur Flash qui dégueulent en plein milieu d'une vraie bonne scène, j'aimerais revenir sur un point. Ce Batman est censé être vieux. Vieux. Et on le voit faire les mêmes mouvements que si ça avait été Ben Affleck dans le rôle. En soi, on a établi quelques scènes plus tôt que ce Bruce Wayne avait de bons restes en termes de combat, oui, mais faire 2 ou 3 mouvements dans sa cuisine face à 2 inconnus qui ne te veulent pas de mal, c'est autre chose que de s'attaquer à des mercenaires armés avec des mitraillettes et qui doivent eux-mêmes être un minimum compétents en combat, surtout quand c'est pour se battre en faisant des mouvements qui seraient limite abusés, même pour un Batman jeune. Alors oui, le personnage est iconisé, pendant toute cette séquence en Russie d'ailleurs, mais c'est une iconisation au prix de la cohérence. Si on établit qu'on est face à un Batman vieux qui s'est pas battu en conditions réelles depuis très longtemps, on peut pas nous le montrer faire ce genre de truc 3 scènes plus tard. En plus, ça aurait été l'occasion de voir un perso qui se bat un peu différemment, qui n'est plus aussi rapide et puissant qu'à l'époque, mais qui est plus intelligent et expérimenté. Il y aurait largement eu moyen de faire la même séquence tout en mettant Batman en valeur autrement que par une pure scène de baston. Mais pas de temps à perdre, puisqu'après avoir battu les premiers gardes et avoir visiblement encore piqué des idées à Transformers Revenge of the Fallen,
Nos héros vont découvrir que ce n'est pas Kal-El qui est prisonnier ici, mais une parfaite inconnue, qu'ils décident quand même de sauver, ce qui est assez logique, surtout quand on découvre qu'il s'agit d'une kryptonienne qui défonce tous les gardes aussitôt après, malgré son état plus que faiblard. Une fois de retour au manoir Wayne, et après avoir découvert que ça alors ce Batman a quand même pris quelques coups, on apprend qu'il s'agit de Kara Zor-El, la cousine de Superman, autrement dit évidemment Supergirl. Et bon Dieu qu'on est face à un gâchis en termes de personnages. En voyant les bandes annonces et même globalement toute la campagne autour du film, j'avais vraiment la sensation que Supergirl aurait autant de temps d'écran, autant d'importance que le Batman de Michael Keaton. Mais c'est pas le cas. On expédie sa backstory en 2 minutes et sa fonction est de redonner ses pouvoirs à Barry 1 avant de... mourir. Beaucoup de fois même. Mais on y reviendra. Pourtant, il y avait de l'idée autour de ce personnage. Le fait qu'elle n'ait connu pendant des années que le côté mauvais des humains, le fait qu'elle doive apprendre à protéger l'humanité alors même que, contrairement à Superman, elle n'a jamais pu voir le bon côté de l'espèce humaine, ça aurait pu lui donner un vrai arc. Au final, ces dilemmes sont un peu résolus de nulle part, et le simple fait que Barry l'ait sauvé en Sibérie règle le souci, ce qui l'encourage d'ailleurs à aider ce dernier à récupérer ses pouvoirs. En soi, c'est pas incohérent, c'est juste rushé. On aurait pu explorer un petit peu plus la psychologie du personnage, notamment quand on sait qu'elle va être amenée à jouer un grand rôle dans la bataille finale a priori. Et cette bataille finale justement, c'est un peu le moment où tout le film s'effondre. Jusqu'à maintenant, comme on l'a vu, on n'est pas face au plus gros chef-d'œuvre de l'année, on est même face à un plutôt mauvais film on va dire. Mais cette bataille finale, elle va venir décupler à peu près tous les soucis, et c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu là que le film s'effondre. Déjà, ça me semble évident de le dire à ce stade, mais les effets spéciaux sont tout bonnement immondes, je l'ai déjà dit un peu en intro, mais je tiens à le redire ici. C'est un reproche beaucoup fait aux grosses productions hollywoodiennes ces dernières années, en particulier chez Marvel et DC, cette surabondance de fonds verts et d'effets spéciaux mal finis à cause de conditions de travail désastreuses pour les artistes travaillant sur les films. Mais disons-le, là on est au stade supérieur, le stade où même le spectateur le plus bon public qui soit ne peut pas rester indifférent. Personnellement, les soucis d'effets spéciaux, c'est pas ce qui m'empêche en temps normal d'apprécier un film. Et honnêtement, même dans le cas de Flash, c'est pas le truc qui m'a le plus gêné dans ce film, on va dire. Mais même pour moi, ouais, je trouve que vraiment c'est une honte, c'est scandaleux d'avoir pu sortir un film dans cet état, quoi. Ce qui exacerbe le problème, c'est indéniablement aussi le fait que toute cette séquence se passe dans un désert. Alors oui, ça permet d'être raccord avec les événements de Man of Steel, et cette même scène dans le désert, mais un tel choix de décor rend encore plus artificielle toute l'action qui s'y passe. Il y a littéralement aucun élément remarquable, à part quelques voitures de l'armée et 3 vaisseaux kryptoniens dans le ciel, et peu importe ce que les personnages font, on n'arrive pas à évaluer dans quels espaces ils se déplacent, et on a toujours ce même désert au loin. On rajoute à ça les bastons clairement peu impactantes, un Michael Shannon qui a l'air d'en avoir rien à foutre, et des inconsistances à tout bout de champ sur l'utilisation des pouvoirs notamment, du genre aucun des deux Flash qui n'a faim à force de faire des efforts, alors que c'était un point mis en avant au début du film, et on obtient alors une bataille finale qui semble compiler tous les pires défauts des films de super-héros de ces 10 dernières années. Pourtant, alors que la bataille se déroule, on voit qu'elle ne tourne pas à l'avantage de nos héros, et quelques instants plus tard, Supergirl est tuée par Zod et Batman s'écrase comme une merde sur le vaisseau kryptonien. Vraiment, cette scène est ridicule. Mais c'est à ce moment que Barry 2 se dit qu'il va sauver sa timeline avec un voyage dans le temps, et là où une majorité des films montreraient un retour en arrière pour sauver la timeline, un peu comme dans la Snyder Cut où Flash remonte seulement quelques secondes, ici le personnage va enchaîner et encore enchaîner ses retours dans le temps dans le but de sauver son monde. Et cette idée, je la trouve honnêtement très intéressante. Et pourtant, Dieu sait que j'étais vraiment inquiet d'avoir non seulement un Ezra Miller dans le film, mais 2 Ezra Miller carrément. Mais faut bien avouer que là, cette fois-ci, le personnage de Barry 2 est plutôt bien exploité. Pendant les 45 premières minutes où on le voit, Barry 2 était vraiment un personnage insupportable. Mais je peux pas nier que c'est aussi un personnage qui a évolué pendant le film. Et c'est même logique qu'il agisse comme il le fait. Il est jeune, moins expérimenté, et veut sauver son monde. Or, moi, j'ai davantage un souci avec la réaction de Barry 1, donc le Barry de notre univers de départ. Car pendant que son lui du passé fait ses allers-retours, il reste statique et limite complètement indifférent à ce qui est en train de se jouer, baissant aussitôt les bras et allant même jusqu'à dire que cet univers est foutu et qu'il n'y a rien à faire. C'est étonnamment horrible comme concept en fait. Il est remonté dans le temps, il a sauvé sa mère et du coup ses parents globalement, il a rencontré son lui du passé, il lui a fait obtenir ses pouvoirs, le fait participer à plein de batailles, pour au final lui dire que ça vaut pas le coup, que c'est trop tard, que cet univers est foutu, et qu'il faut le laisser crever. Ouais, c'est étonnamment horrible en fait comme raisonnement.
On sait tous à ce moment-là que c'est la bonne chose à faire et que la décision qu'il doit prendre est d'annuler ce qui a sauvé sa mère au départ. Mais la façon dont c'est amené rend le personnage de Barry 1 réellement passif et limite insensible, alors qu'il est sur le point de condamner Barry 2 et son univers. Mais c'est alors que revient notre fameux Dark Flash, enfin présent en tant que personnage pour sa première et dernière vraie scène. Mais attention, avant ça, on a une petite page de pub et... Ah non, c'est juste 2 minutes de caméo. Ça n'a tellement aucun rapport que c'est la sensation que ça fait, ouais. Car oui, alors qu'on avait enfin un peu de réelle tension dramatique et d'enjeux autour de nos personnages, Andy Muschietti est là pour nous rappeler que son envie principale, c'est d'évoquer autre chose que Flash, et il nous balance quasiment 2 minutes non-stop de caméos en CGI dégueulasse de vieux personnages des univers d'ici, y compris avec un Superman joué par Nicolas Cage, car ça fera sans doute rire les 3 personnes dans le fond qui ont la ref, mais bien sûr, dans toutes ces références, aucune mention du Flash de la série télé qui vient de s'achever, car ça serait quand même bête de faire ça dans un film Flash. Au final, alors que toute cette séquence hors du temps avait tout pour être une réussite, on en retiendra davantage ces 2 minutes que le reste. Et puisqu'on en est là, est-ce que ce film implique que toutes les réalités alternatives du multivers d'ici au cinéma sont en train de crever ? Car bon, c'est un peu ce qu'on voit. Bref, on apprend que Dark Flash est en fait un Barry 2 du futur, qui est devenu comme ça à force de faire des allers-retours incessants dans le temps, et si je pourrais insister pendant 10 minutes sur à quel point ce concept est complètement fumeux en termes de cohérence par rapport aux règles fixées par le film lui-même, j'aimerais quand même souligner à quel point cet antagoniste entre guillemets est mauvais. Car au final, quelle est véritablement sa fonction dans le film ? Avoir un 3e Barry avec des éclairs violets ? Car tout ce délire du Barry 2 qui devient méchant et limite fou avec des allers-retours dans le temps, ça aurait pu se faire sans Dark Flash, et en fait, Barry 1 aurait pu réaliser que non seulement il a créé un univers alternatif, mais en plus une version alternative de lui-même qui est sur le point de tout foutre en l'air dans le multivers. On aurait pu voir le 2e Barry devenir de plus en plus corrompu, on en voit un peu le début d'ailleurs, et au lieu de se retrouver face à un monstre random, Barry se serait retrouvé face à un personnage que l'on connaît déjà, ce qui aurait enlevé un peu de poids au fait de laisser ce monde mourir d'ailleurs. Mais bref, Barry 2 se sacrifie, et sa mort fait aussi disparaître Dark Flash, Barry 1 remonte le temps, et là encore on a une scène... presque bonne. En effet, Barry se retrouve de nouveau dans ce magasin où sa mère était en train de faire les courses le jour de sa mort, pour cette fois-ci enlever ce fameux pot de tomates qu'elle a oublié et qui fera revenir son père quelques heures plus tard. Dans un autre contexte, j'aurais réussi à apprécier cette scène. Si tout ce qui s'était passé avant avait été bien amené, ça aurait pu faire une scène vraiment marquante. Maintenant, j'ai vu passer beaucoup de réactions très positives autour de celle-ci, donc c'est peut-être juste moi qui suis aigri après tout. Retour dans notre univers de départ donc, avec Barry qui se rend à l'audience de son père, durant laquelle on découvre que malgré tout ce que Flash vient de traverser, qui implique la potentielle destruction de toutes les réalités existantes, ce gros con a quand même déplacé le pot de tomate de sorte à ce que son père regarde en haut de la caméra de surveillance du magasin, prouvant ainsi son innocence, ce qui était en fait toute l'histoire autour de ce personnage, et pourquoi il était en prison alors qu'il était innocent, on le sait tous. En sortant du tribunal, Barry reçoit alors un appel de Bruce Wayne, qui arrive pour le voir et qui se révèle être... le Batman de George Clooney. Devant ce what the fuck total aussi bien pour lui que pour le spectateur, Barry perd une dent qu'il avait déjà perdue au début du film, et... générique. Quoi ? Alors c'est quoi cette fin d'épisode à la Looney Tunes là ? Bon, on récapitule ce qu'on vient de voir. Ben Affleck a été remplacé par George Clooney, la fin a été reshootée, car clairement là Ezra Miller a la même coupe dégueulasse que dans la Justice League de Joss Whedon, et c'est donc sur ça que se termine le film. Alors, en soi, au vu du ton global, finir sur un gag n'est pas le truc le plus improbable, mais est-ce que ce choix de fin était le plus pertinent, et surtout le seul qu'ils avaient à disposition ? Non. Car c'est là qu'on arrive dans le gros gâchis de cette fin de film. Pour rappel, à l'origine, The Flash était le film qui devait servir de soft reboot à l'univers du DCU. En bref, modifier certaines choses de l'univers en place pour continuer avec d'autres acteurs. Par exemple, l'un des changements dont il était question était le remplacement de Ben Affleck par Michael Keaton dans le rôle de Batman, un choix dont j'ai toujours été très critique, mais qui apparaissait comme une solution de secours pour DC, puisqu'Affleck souhaitait a priori en finir avec son personnage. Le Batman de Keaton aurait donc servi de mentor à d'autres héros de cet univers, comme la fameuse Batgirl de Leslie Grace, dont le film a été annulé il y a un an, on en avait parlé. On est alors en 2021 à peu près,
et on a appris que courant 2022, une autre fin a été tournée. Dans cette dernière, Keaton était toujours Batman, mais on avait cette fois-ci une scène finale au manoir Wayne, où on aurait retrouvé Flash, Wonder Woman, la Supergirl de Sasha Calle, et surtout, le Superman de Henry Cavill. Oui, on avait une scène avec Superman et Supergirl dans le DCEU. Sauf que cette fin-là, elle a été annulée en faveur de celle qu'on a connue, qui a été mise en place par les nouveaux responsables de l'univers DC au cinéma, James Gunn et Peter Safran. James Gunn en particulier a été le plus présent sur les réseaux sociaux concernant sa vision et ses différents objectifs pour les films DC. Il est arrivé pendant la fin de la post-production de Flash, mais aussi pendant le tournage d'Aquaman 2 et la post-production de Blue Beetle, donc il n'avait pas tout le contrôle sur ces longs métrages-là, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a demandé quand même tous ces changements, notamment la fin de Flash, pour clôturer une bonne fois pour toutes le DCEU, et surtout ne pas penser qu'il y aurait une quelconque suite à ce dernier. En laissant Keaton, Superman et Supergirl, le public aurait été tenté d'en voir plus. En remettant Affleck, ça aurait été le retour au status quo, et la possibilité de voir la suite aussi. Or, en mettant George Clooney, le Batman le plus détesté apparaissant dans le pire film Batman de l'histoire, il s'assure que personne n'aurait envie de voir la suite. Et c'est dommage, car même si le DCEU ne s'achève officiellement qu'avec Aquaman 2, en décembre, Flash est quand même la conclusion de la grosse histoire globale, avec la dernière apparition de Batman, Wonder Woman, Flash, et j'aurais aimé que cette fin soit un minimum soignée. Car pour avoir suivi le DCEU depuis ses débuts, ça m'a fait mal de voir année après année cet univers se casser la gueule, en grande partie à cause des décisions hasardeuses de Warner, mais j'espérais au moins une bonne fin à tout ça, et au final je n'y ai pas eu droit. Bien sûr, une grande partie du public avait déjà lâché l'affaire, et pour beaucoup de fans, la fin du DCEU c'est la fin de la Snyder Cut, mais au fond de moi, j'avais l'espoir, au milieu de tout ce bordel, d'avoir une bonne fin pour cette timeline, et ça n'a pas été le cas. Et croyez-moi qu'après ça, le James Gunn, on l'attend un peu tous au tournant. Il a annoncé le casting de son film Superman Legacy, et a priori 99% des personnages du DCEU devraient être remplacés par d'autres acteurs, ce qui est une bonne chose si on veut redémarrer du bon pied. En revanche, toutes les déclarations de Gunn sur ce qui est canon ou pas à son univers, prénommé DCEU, me laissent un peu penser que le boug est déjà en train de se perdre. Un jour il dit que Blue Beetle se passe dans le DCEU, un autre que finalement c'est Superman Legacy qui commence tout, un jour on voit passer que Gal Gadot reviendra en Wonder Woman, et finalement non, et c'est sans parler du fait de confier au réalisateur de Flash, Andy Muschietti, un film Batman pour son univers, ce qu'il aura sans doute bien plus d'entrain à réaliser qu'un film sur Flash l'a dit, mais quand même. Honnêtement, je ne demande que ça, d'avoir un univers DC qui tient debout au cinéma. On le mérite, j'ai envie de dire. Et jusqu'à maintenant, James Gunn ne m'a jamais déçu sur le plan des adaptations de comics. Sa trilogie Gardiens de la Galaxie est très bonne, et son film Suicide Squad, bien qu'imparfait, a suffisamment d'âme et de qualité évidente pour être qualifié de bon film. Mais en sachant qu'il va réaliser Superman Legacy, et donc sortir de sa zone de confort, lui qui a l'habitude des personnages de seconde zone, il y a quand même peut-être matière à se planter. En fait, la question que je me pose, c'est de savoir si, aussi talentueux qu'il soit, il a les épaules pour chapeauter tout un univers au cinéma. Pour en revenir à Flash, ce film aura été un véritable carnage, aussi bien sur le plan critique que sur le plan commercial, et même sur le plan moral, avec tout ce qu'on sait sur Ezra Miller, et les caméos d'acteurs morts depuis des dizaines d'années. Mais malgré tout le mal que j'ai pu en dire, il y a une partie de moi qui a un peu de peine pour ce projet, qui depuis ses origines est un peu maudit. En plus, malgré le résultat qu'on a eu, je vois beaucoup de gens trouver des vraies qualités au film, voire même l'apprécier, même l'adorer parfois. Et honnêtement, j'ai envie de dire tant mieux pour eux. J'ai fait à plusieurs reprises la comparaison entre le niveau d'écriture de Flash et de Transformers 2, mais je pense que comme pour ce dernier, je vois totalement comment des gens peuvent le considérer comme un gros plaisir coupable. Moi-même, il y a quelques scènes dedans que je trouve sympas, genre la baston en Sibérie malgré ses non-sens, le flashback de Barry à l'époque de Man of Steel, certaines idées cool sur le papier, Supergirl qui aurait mérité mieux, bref, il y a des trucs à sauver sans doute dans ce film, mais trop peu au vu du potentiel de l'histoire du personnage. J'espère réellement, surtout pour les fans de Flash, que le personnage aura droit à une véritable adaptation digne de ce nom, où l'on exploite 100% le personnage dans une autre histoire que Flashpoint. Bref, j'espère que ce nouvel épisode hors série vous aura plu, et si vous avez aimé cette énorme analyse sur un film, ce n'était, dites-vous, qu'un échauffement comparé à ce qui vous attend sur Transformers Rise of the Beast un peu plus tard dans l'année. Ouais, je spoil un peu, mais vous êtes arrivé jusque-là, donc vous le méritez. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.